Bientôt 14h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, nous reviendrons bien sûr sur les violences et scènes de chaos hier à Sainte-Soline. Selon le parquet, le pronostic vital d'un manifestant avec un traumatisme crânien est toujours engagé. On fera le point dans un instant avec Dominique Rizet. Aujourd'hui, les manifestants anti-bassines participent à des forums et des tables rondes cet après-midi. Dans la crise sociale autour de la réforme des retraites, ce sondage, si des législatives avaient lieu aujourd'hui, la contestation profiterait aux élus Rassemblement National autant que NUPES. Une progression de 5% en un an, notable pour le parti de Jordan Bardella, pourtant pas les bienvenus dans les manifestations syndicales. Et puis cette nouvelle provocation de Vladimir Poutine, le président russe a affirmé hier que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. À la une de l'actualité, donc Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, lendemain de cette ultra-violence hier avec des scènes de guérilla rurale et un bilan très lourd, au moins 29 gendarmes blessés selon les autorités, 200 manifestants selon les organisateurs. Un manifestant a toujours un pronostic vital engagé selon le parquet. C'est l'information de ce début d'après-midi. On va retrouver notre reporter sur place. Pas de manifestation aujourd'hui. Certains participants ont quitté les lieux. Le dispositif de force de l'ordre est-il toujours important sur place ? Oui, il y a encore cet après-midi des dizaines de véhicules de gendarmerie qui sont postés tout autour de cette bassine. Pour accéder d'ailleurs à la bassine de Sainte-Soline, il y a encore de nombreux points de contrôle routiers tout autour. Et nous avons vu également des officiers de police judiciaire qui sillonnent les champs autour de la bassine pour tenter de retrouver des preuves ou des objets qui pourraient faire avancer l'enquête. Pour rappel, le parquet de Niort a ouvert une enquête des chefs d'organisation de manifestations interdites. Ils veulent donc tenter d'identifier des individus les plus violents qui auraient participé à cette manifestation hier. Aucune interpellation n'a pu être effectuée pendant les affrontements qui ont eu lieu hier aux alentours de 13h. Et tout autour de la bassine, vous allez le voir sur ces images, on trouve des traces de ces affrontements. Il y a des tas de pierres, parfois dans des sacs. Il y a des feux d'artifice également que l'on peut retrouver. Et les restes de grenades lacrymogènes ou de désencerclement. Plus de 4000 ont été tirés hier selon le ministère de l'Intérieur. Enfin, vous le voyez aussi, les 4 véhicules de gendarmerie incendiés sont toujours sur place. Les manifestants, vous le disiez, ils ont quitté les lieux tôt ce matin pour certains d'entre eux. Ils étaient dans un campement situé à quelques kilomètres d'ici. Et une partie d'entre eux sont désormais à Mel, qui est un village à 10 minutes, un quart d'heure de la bassine, où des concerts, des tables rondes sont organisés cet après-midi et où ils sont en train de réfléchir à la suite de cette mobilisation contre ces bassines de retenue d'eau. Merci beaucoup pour ces précisions en direct de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres avec ce paysage dévasté après cette manifestation violente, extrêmement violente hier. Et pour en parler également avec nous, Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV, on va vous montrer cette séquence qui illustre elle aussi la violence à laquelle les gendarmes ont dû faire face ce samedi avec une pluie de projectiles qui leur est tombée dessus sans relâche. Une scène, regardez, filmée par un gendarme depuis l'intérieur de son fourgon. Dominique, ces images, elles montrent l'intensité de ces violences. Oui, on voit donc très bien, comme l'ont dit certains organisateurs du festival, les forces de l'ordre qui agressent des manifestants. Mais non, évidemment, on a bien compris ce qui se passe. Les gendarmes étaient dans leur camion, les gendarmes étaient en position de protection de la bassine et les gendarmes ont été agressés par des fous furieux, 1500, qui n'étaient pas des manifestants, qui sont des fauteurs de troubles, qui sont des casseurs, qui sont des agitateurs, qui sont des guerrilleros armés de pierres, armés de hachettes, armés de tous ces objets qu'on a vus, de barres de fer, équipés comme des guerriers, avec des masques pour éviter les gaz lacrymogènes, des lunettes, des casques. Voilà, donc on a cette image affligeante d'un gendarme qui est enfermé dans son fourgon et qui subit, comme la plupart des gendarmes qui étaient là hier, et c'est pour ça qu'on a parlé d'une violence quasiment jamais vue dans ce genre de manifestation
pacifique au départ, parce que regardez aujourd'hui, eh bien, les gens qui sont venus pour parler écologie sont en train de se réunir, de travailler, de réfléchir à ce qu'ils vont faire, de parler de choses intelligentes. Et entre ces manifestants écologistes qui ont un message à faire passer et les gendarmes qui protégeaient cette bassine, eh bien, il y a ces scènes qu'on a vues, ces scènes de chaos qui ont été provoquées par des gens qui sont très vraisemblablement déjà repartis pour être à Paris mardi dans les prochaines manifestations. Dominique, vous évoquiez... Et sans doute ceux qui étaient là jeudi dernier aussi. Vous évoquiez des violences jamais vues, pour autant elles ont été anticipées puisque le dispositif sur place, policiers et de gendarmes, a été élaboré en mesure de tout ce qui était attendu. Mais pour autant, est-ce que ces violences étaient évitables? Alors, elles sont élaborées, Fanny, quant au nombre. Pour 8-10 000 manifestants, on dit cette fois-ci 3 200 forces de l'ordre. Forces de l'ordre, ça veut dire et gendarmes et policiers, parce que la dernière fois à Sainte-Soline, ça s'était tellement mal passé pour les forces de l'ordre, il y avait eu tellement de blessés. Il y avait 1700 forces de l'ordre, cette fois on en met 3200. On installe un dispositif adapté. En revanche, ce qui n'était pas prévu, on savait que ça allait être violent. La préfète nous l'avait dit, la préfète des Deux-Sèvres, elle avait parlé à la presse, elle l'avait dit. Ce qui n'était pas imaginable, c'est que ça allait être aussi violent. Parce que ça monte d'un cran. Là, on est monté d'un cran dans la violence. Et je ne parle pas de la colère. La colère, c'est un mot qu'on va réserver aux manifestants. Et on a le droit d'être en colère et de manifester. Mais cette violence, et on n'a pas le droit de faire preuve de cette violence, qui est provoquée par d'autres, encore une fois, c'est une violence qui est préparée, qui est travaillée. Vous avez vu tout à l'heure Céline Berton, la directrice centrale de la sécurité publique, qui était sur ce plateau il y a 30 minutes, qui nous a montré un objet fabriqué par des personnes qui l'ont lancé sur le commissariat de Rennes. C'est du plâtre dans lequel on met des vis, des boulons, des clous. On attend que ça sèche, on le met dans sa poche et on va le lancer sur les forces de l'ordre. Voilà. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est ce petit groupe qui se met en permanence entre des manifestants qui sont contre les retraites et les forces de l'ordre, ce petit groupe qui se met entre les écologistes et les forces de l'ordre, ce petit groupe qui perturbe le message que certains viennent faire passer. On n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. On a le droit de ne pas être d'accord avec telle et telle idée ou telle décision, mais le message ne peut plus passer parce qu'il est totalement parasité par ces personnes qu'on a vues ici et qui ont agressé entre autres ce cordon de véhicules de gendarmerie. Merci beaucoup Dominique. Nous sommes en direct avec Nicolas Giraud. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne qui est notamment à l'origine de cette mobilisation ce week-end. Les violences d'hier auraient-elles pu être évitées selon vous ? Oui, selon nous, les violences d'hier, elles auraient pu largement être évitées. La première chose à faire pour les éviter, ça aurait été d'autoriser une manifestation, d'autoriser un parcours. Ça aurait dû être vu avec la préfecture. On aurait dû pouvoir autoriser une partie de la manifestation à circuler, à déambuler, à poser des gestes comme on a su les faire auparavant. Je rappelle juste que le long de cette manifestation, on a tous déambulé tranquillement, gentiment. On a planté des haies, on a monté une serre. Donc à un moment donné, les gens savent faire une manifestation tranquille et responsable. Et le fait de tout interdire, de pousser par cette provocation-là à une montée des tensions, de ne surtout pas chercher à ressortir de la manifestation ou à interpeller les éléments les plus violents, c'est aussi une manière non pas de maintenir l'ordre, mais de maintenir le désordre et de se servir en fait de ce désordre-là pour décrédibiliser l'ensemble de la manifestation. Donc oui, je pense que les violences auraient pu largement être évitées, les affrontements également, mais il me semble que c'est une volonté qui a été mise en place et moi je tiens largement responsable également la préfecture, Gérald Darmanin, par cette gestion-là qui a été faite hier. Comment ça précisément? Qu'est-ce que vous reprochez au ministère de l'Intérieur sur cette gestion? Est-ce que vous insinuez par là que ce sont donc les forces de l'ordre qui ont entamé les heurts face aux manifestants?
Moi, je leur reproche deux choses. Comme je l'ai dit, c'est de ne pas chercher à interpeller les éléments les plus violents en amont. C'est des choses qu'ils savent faire, mais ils ne le font absolument jamais. La seconde chose, c'est d'avoir totalement mis en danger la vie et la capacité physique de nombreux manifestantes et manifestants, parce que il y avait énormément de gens qui étaient là, non violents, pacifistes, qui étaient à l'arrière, j'allais dire, des cordons, qui voulaient rentrer et qui étaient en affrontement direct avec les forces de l'ordre. Et pourtant, ces gens-là ont aussi reçu des grenades de désencerclement, ont aussi reçu des grenades lacrymogènes, donc ont aussi reçu pour certains des tirs de LBD qui étaient tirés par des gendarmes qui circulaient sur des quads à toute vitesse dans les champs. Comment est-ce qu'on peut tirer des LBD en visant comme il faut, potentiellement à toute vitesse sur un quad? Donc ils ont mis en difficulté et en difficulté physique toute une partie de la manifestation. Et au-delà de ça, une fois qu'il y a eu des blessés, il y a eu une non-réponse, une surdité de la préfecture, du ministre de l'Agriculture que j'ai eu par SMS et du colonel de gendarmerie sur place pour empêcher les forces de pompiers et du SMUR d'accéder aux premiers blessés, alors qu'on savait très bien qu'il y en avait qui étaient en urgence vitale absolue, qu'ils le sont encore aujourd'hui. La Ligue des droits de l'homme est en train de monter un dossier là-dessus. Nous, ce qu'on sait, c'est que très clairement, entre le premier appel aux pompiers qui date de 13h48 et l'arrivée du SMUR à 15h08, il s'est passé 1h20 sans que personne ne soit en capacité de venir chercher les blessés sur place. Alors justement, Nicolas Giraud, un manifestant est toujours entre la vie et la mort. Il s'agit d'un homme de 30 ans avec un traumatisme crânien dont le pronostic vital reste engagé à ce stade. On l'apprend cet après-midi par le parquet. Est-ce que vous connaissez ce manifestant? Non, je ne connais pas ce manifestant. On a pris des contacts hier avec ses proches. On a pris contact aussi avec les personnels soignants pour essayer de suivre l'état de ce manifestant. On a les mêmes remontées, que le pronostic vital est toujours engagé, qu'il a été opéré cette nuit, que l'opération s'est bien passée, mais ça s'en arrête là. Et moi, on ne peut pas accepter aujourd'hui en France que, à la suite d'une manifestation qui lutte pour le partage d'un commun qui est l'eau, avec des populations qui manifestent pour la très grande majorité pacifiquement, on ne peut pas accepter qu'une personne se retrouve dans cet état-là, que 200 autres soient blessés, qu'il y en ait 3 qui soient encore une vingtaine qui soient en urgence par rapport à une urgence par rapport à des je suis désolé, je suis assez troublé et traumatisé de ce qui s'est passé hier. On comprend votre trouble, en effet, effectivement. On aimerait juste savoir brièvement, représentant vous-même la Confédération paysanne, hier on a beaucoup parlé à d'autres paysans qui étaient en faveur de ces constructions de bassines. Pourquoi vous y êtes opposés? On aimerait avoir votre point de vue. Alors pourquoi nous on y est opposés? C'est-à-dire que aujourd'hui ces méga bassines comme elles sont proposées, elles mettent en place un accaparement de l'eau, un détournement de l'eau quelque part d'une minorité d'agriculture. On a aujourd'hui de l'eau qui est stockée dans les nappes phréatiques. On va la ressortir pour la mettre dans ces méga-bassines. Au lieu qu'elle serve l'ensemble des usages et l'ensemble des agricultures, elle va ne servir qu'une minorité d'agriculture. Aujourd'hui, en France, c'est seulement 6% des agriculteurs qui irriguent leur culture. La plupart ne bénéficient que de l'eau qui tombe et de l'eau qu'il y a dans les sols. Et on a l'impression qu'on va se focaliser pour répondre à l'urgence du dérèglement climatique. On va se focaliser sur le stockage de l'eau qui va pourtant ne répondre qu'à une minorité d'agriculteurs. Donc nous, on ne souhaite pas ne répondre qu'à une minorité. On entend bien qu'il y a besoin de solutions, mais pour avoir besoin de solutions, il faut se poser la question, non pas de gérer la conséquence, mais de poser la question de la cause du problème. La cause du problème, c'est un dérèglement climatique qui s'accélère. C'est une agriculture qui a énormément de mal à s'adapter. Donc reposons les questions dans le bon ordre. Trouvons les moyens d'accompagner ces agriculteurs-là pour que l'eau s'infiltre plus dans les sols, qu'elle soit disponible pour leurs plantes, qu'elle soit disponible pour ceux qui irriguent pour l'irrigation. Et ensuite, discutons de priorisation de l'irrigation. L'irrigation, oui, mais pour
Produire quoi? Est-ce que c'est pour continuer à produire une agriculture qui va exporter, notamment du maïs et du blé? Ou est-ce qu'on doit irriguer majoritairement des cultures destinées à l'alimentation humaine? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, avec le contexte des méga-bassines, on est dans l'impossibilité de poser ces débats-là. En tout cas, personne ne le souhaite les poser, ni le ministre de l'Agriculture, ni le ministre de l'Écologie, et encore moins le syndicalisme agricole majoritaire. Merci beaucoup Nicolas Giraud d'avoir été avec nous pour réagir notamment donc à ces violences hier à Sainte-Soline lors de cette manifestation interdite, on le rappelle donc hier dans les Deux-Sèvres. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, l'opposition à la réforme des retraites avec une nouvelle semaine importante qui va débuter demain, prochaine journée de mobilisation nationale mardi. Les syndicats pourront-ils réunir autant de monde que jeudi dernier? La pression ne retombe pas. Hier, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France. On accueille Arnaud Benedetti avec nous cet après-midi. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors hier, Elisabeth Borne a dit « Nous avons fait ce que les Français attendaient. Nous avons fait des compromis ». Est-ce que le gouvernement est dans une stratégie d'attentisme? Est-ce qu'elle espère que finalement ces manifestations vont se calmer d'elles-mêmes tranquillement? L'exécutif parie sur l'essoufflement du mouvement, mais c'est vrai que depuis l'annonce du 49.3 et depuis finalement le fait que la motion de censure n'ait pas été adoptée à quelques voix près, on voit qu'on a une remobilisation sur le terrain avec une double caractéristique de cette mobilisation, un rajeunissement des manifestants. Ça a été constaté lors de la journée de jeudi dernier, et des manifestations qui prennent encore plus à partie que par le passé la figure même du président de la République, comme si finalement aujourd'hui le président de la République était presque en première ligne même dans ce conflit social. Et puis Elisabeth Borne qui sera reçue par Emmanuel Macron demain à l'Élysée, demain matin. À qui profite la crise? On voit ça ce dimanche avec les résultats d'un sondage IFOP pour le JDD. Si des législatives anticipées avaient lieu ce dimanche, le RN, avec 26% des suffrages, enregistrerait un bond de près de 7 points par rapport aux législatives de juin 2022. Il ferait jeu égal, vous le voyez, avec la NUPES qui, elle, stagne autour de 26% malgré sa forte mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes en direct avec Frédéric Dabi. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Le RN en tête, c'est inédit? C'est complètement inédit. C'est la première fois que le RN, dans une enquête préélectorale et dans une élection législative, arriverait en tête. C'est la première fois que le RN ferait mieux que son score présidentiel. Je rappellerai que Marine Le Pen a fait 23,5% le 10 avril dernier, donc 26%. Ça montre à quel point le RN a capitalisé sur la réforme des retraites. Ça se voit pour les segments de population qui sont les plus enclines à voter Rassemblement national en cas de dissolution, les catégories actives, les 35-49 ans, les 50-64 ans, celles qui vont être concernées très rapidement par la réforme des retraites, et bien sûr le salariat. Ce qui frappe, c'est à quel point le RN capitalise du côté des salariés quand la majorité qui se retrouve en troisième position à 22% a perdu cette France du travail. Alors, vous dites dans ce sondage que le Rassemblement national a un socle électoral attrape-tout. Ça signifie quoi au juste? Ça veut dire que pendant très longtemps, le RN avait des catégories forces, on le sait, l'électorat masculin, jeune, ouvrier, mais des catégories de très grande faiblesse. Les personnes âgées, les cadres supérieurs, les personnes diplômées, à une époque le salariat. On voit que c'est fini, sauf chez les cadres supérieurs et les professions libérales, où le RN obtiendrait 13%. En revanche, on voit que du côté de la jeunesse, du côté de toute une série de catégories où le RN était faible, il atteint 21% chez les personnes âgées. C'est une catégorie qui était toujours une terre inconnue pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Il perce. Ça montre à quel point ce parti s'est institutionnalisé. Et dans ce jeu à trois, dans cette fin de bipolarisation, dans cette mandature où les Français se demandent qui incarnerait l'alternative au pouvoir actuel, clairement, le RN a supplanté la NUPES qui reste sur une fonction très tribunicienne. C'est ce qu'on voit dans ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD. Et le grand perdant, ce serait la majorité. Oui, 22%, c'est un score extrêmement faible. C'est très inférieur au score d'Emmanuel Macron présidentiel. C'est inférieur, vous le disiez, au score de la majorité Ensemble, Renaissance, Horizon, Modem aux élections législatives. Ça veut dire, bien sûr, il n'y a pas de projection en siège. Ça ne serait pas sérieux de faire une projection en siège sans second tour, alors qu'il n'y a pas de campagne électorale, comme vous le savez, il n'y a pas eu de dissolution. Ça veut dire quand même beaucoup de sièges perdus et une majorité qui sera encore plus relative et le risque de ne pas être le premier groupe à l'Assemblée nationale. On est sur un jeu à trois. Au mois de juin dernier, Ensemble, la majorité arrivait en tête. Là, elle se trouve en troisième
position. C'est clairement une figure classique de la Ve République, un vote sanction lié à cette réforme des retraites qui toucherait le parti présidentiel. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Arnaud Benedetti, pour conclure, c'est intéressant. On se rappelle que Emmanuel Macron, lorsqu'il a été réélu, a dit c'est soit moi, soit les extrêmes. Là, on a l'impression que s'il y avait des législatives, ce serait plutôt les extrêmes. Il est clair que, ça a été rappelé par Frédéric Dabi, que le Rassemblement national capitalise très fortement sur la séquence que nous sommes en train de vivre. Et il capitalise aussi sur les faiblesses des LR. Parce que ce qui est très important aussi à voir dans ce sondage, c'est que les LR sont à 10%. C'est-à-dire qu'ils perdent à peu près 1 point. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été en mesure aussi de se reconstruire. Donc ils ramènent une partie de l'électorat aussi, qui est l'électorat de droite, dans son giron. Ce que ça signifie surtout, et c'est ça le plus important, c'est que si demain des élections législatives anticipées avaient lieu, mais on le subodorait d'une certaine manière, c'est qu'il y aurait vraisemblablement aucune majorité très claire et très nette à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'on se retrouverait dans une situation tout à fait inédite sous la Ve République, c'est-à-dire avec un hémicycle sans majorité, ce qui serait vraisemblablement une première. Alors il faut faire toujours très attention parce que il y a toujours un effet levier avec les pourcentages qui peuvent se traduire ensuite dans le nombre de sièges, mais ça voudrait dire quand même, et ça c'est un fait qui serait de ce point de vue-là tout à fait historique, c'est que le Rassemblement national aurait vraisemblablement plus de 200 députés, ce qui est considérable au regard de ce qui est son groupe aujourd'hui, qui est déjà un groupe très conséquent. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. On évoque à présent l'actualité internationale avec cette nouvelle provocation de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, qui a affirmé hier que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. Écoutez. Le 1er juillet, nous achèverons la construction du dépôt spécial destiné à stocker l'arme nucléaire tactique au Bélarus. 14h21, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous reviendrons notamment sur ces manifestations contre la réforme des retraites. Elles se poursuivent. Hier encore, plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées dans de nombreuses villes de France pour dire non au texte du gouvernement, actuellement au Conseil constitutionnel. On reviendra sur ces mobilisations qui ne cessent pas à quelques jours maintenant de la grande mobilisation la prochaine mardi, mobilisation intersyndicale. À tout de suite. Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Cofidis présente Préjugé numéro 17. Les mamies paient toujours avec des petites pièces. Il reste 120 €. Tu peux aller chercher le reste. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est une mensualité de 150 € pour un prêt de 8 000 €. Le crédit qui fait la différence. Il manque 1 € par chèque. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Piscine des Joyaux, fabriquée en France, garantie 10 ans, 17 500 €, pause comprise, un prix d'une autre époque. Rendez-vous sur desjoyaux.fr. Alors moi, je dis le goût passe avant tout. Pas du tout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'équilibre. Oh. Bon, et toi, tu dis quoi? Poulet au curry noix de coco de WW. De la crème fraîche, une pointe d'épices et moins de 3% de matière grasse. Avec WW, mangez équilibré. Et surtout, faites-vous plaisir. Nouveau, découvrez Simple par nature de WW. Vous avez envie de perdre du poids? Avec Comme J'aime, dans un mois, vous aurez déjà perdu en moyenne plus de 6 kilos. Et on est tellement sûr que vous allez perdre du poids qu'on vous propose de tester la première semaine sans payer. Si après cette première semaine, vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous ne payez rien. Vous n'aurez qu'à nous retourner les 3 semaines restantes, les frais de retour sont offerts et vous n'aurez rien payé. Oui, vous avez bien entendu, vous aurez testé une semaine sans rien payer. Alors rendez-vous sur le site commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37. Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre, seulement quelques secondes suffiront.
Succombez à Cupra Formentor à partir de 299 € par mois. Ce matin, Louise pense à la rénovation énergétique de son immeuble. Elle se dit qu'ils ont tous à y gagner. Djibril, son voisin du 2e étage, aurait moins froid aux pieds. Hugues ferait des économies d'énergie. Et Maryse, qui pense à ses petits-enfants, aurait un patrimoine mieux valorisé et plus respectueux de l'environnement. En discutant entre copropriétaires, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent bénéficier d'aides, être accompagnés pour la rénovation globale de leur immeuble et qu'ils seront gagnants à tous les étages. Quatre sphères qui éveillent vos sens. Posez un regard neuf sur le monde et entrez dans une nouvelle dimension de l'inspiration. Fascinante, connectée, autonome et offrant un écosystème technologique durable. Bienvenue dans une nouvelle ère de mobilité haut de gamme. Vous avez choisi cette monture de lunettes parmi 280 montures de lunettes. Vous avez choisi ce qui naît et supporter son haleine. Voilà. Bah oui, c'est votre beau-frère. Pour soigner votre stress, vous avez choisi les médecines douces. Et après tout ça, vous ne pourriez pas choisir votre niveau de couverture santé? La Matmut lance Sentez-vous bien. La mutuelle santé personnalisable qui s'adapte à vos besoins et votre budget. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Ma copine Maya, elle est formidable. Elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole pour que son épargne puisse par exemple aider à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Mesdames, messieurs. Retrouvez les exclusivités Levi's et le golf sportif chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. Réconcilier vacances plus responsables et plaisir de l'évasion? Sur fairmove.fr, choisissez votre séjour parmi 5000 hébergements positifs, joyeux et plus éthiques. Fairmove.fr, mettez du cœur dans vos voyages. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures. Le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. C'est la meilleure BD de science-fiction. Alors? Moi j'ai adoré ce bouquin. Qui peut concurrencer la MAF? En prenant nos contrats auto et habitation, on a eu 50% offert sur notre contrat habitation et celui de notre fille. Vous avez échoué! 50% offert sur les nouveaux contrats habitation de la famille. Votre devis sur maf.fr et en agence. Théo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo, avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo, avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Beaucoup d'agitation au programme pour ce dimanche. Nous avons un système dépressionnaire qui circule sur le pays. Il nous apporte beaucoup d'instabilité, des averses orageuses fréquentes, une zone de pluie même bien marquée du Limousin en remontant sur le Val-de-Loire avec des pluies soutenues, localement orageuses, de bonnes rafales de vent aussi sur la façade atlantique jusqu'à 110 km/h. Ça souffle aussi dans les terres et toute cette zone de pluie va se décaler dans le courant de l'après-midi, de la soirée sur le quart nord-est.
On va surveiller aussi ce qui va se passer dans le courant de la nuit prochaine aux extrémités de la Corse. Le vent qui va nettement se renforcer. D'ailleurs, il soufflera encore demain matin très fort. On attend des rafales entre 100, 110, 120 km/h. Ce sera donc encore le cas demain matin. Côté ciel, sur le littoral méditerranéen, ce sera du soleil. On va retrouver beaucoup de nuages accompagnés de quelques pluies sur une bonne moitié sud. De la neige sur l'ensemble des reliefs, si bien que le risque d'avalanche va devenir très élevé sur les Alpes. Et puis à l'arrière, donc sur les régions du nord, on retrouvera un temps plutôt ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, l'amélioration se confirme. On retrouve des conditions plus anticycloniques avec toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes où il continuera de neiger. Puis les températures, alors dans un premier temps, elles devraient rester stationnaires, mais elles vont bien baisser, notamment dans la nuit de lundi à mardi avec des gelées à nouveau fréquentes. En attendant, demain matin, 4 degrés à Paris, encore 10 sur le littoral méditerranéen. Et dans l'après-midi, ça commence à baisser. 8 degrés, ce sera pour Nancy. Il fera 21 degrés, toujours quand même en Corse. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. 14h30 sur BFM TV, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans l'après-info, à la une aujourd'hui, pas de répit dans la contestation contre la réforme des retraites. Hier encore, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans chacune des manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France. Nice, Caen, Compiègne, Marseille. Les militants du week-end ont maintenu la pression dans l'attente de la prochaine grande manifestation intersyndicale. Ce sera mardi. On en parle avec notre journaliste politique Mathieu Coache dans ce journal. Une enquête judiciaire a été ouverte suite aux enregistrements de policiers de la Brave M en marge de manifestations contre la réforme des retraites des derniers jours. Vous entendrez dans un instant 2 des manifestants visés par les policiers dans cet échange. Lourd bilan après les violences d'hier en marge de la manifestation contre les bassines de rétention d'eau agricole à Sainte-Soline. 29 gendarmes blessés, dont 2 en urgence absolue. 3 manifestants, eux aussi en urgence absolue, dont 1 au pronostic vital toujours engagé. C'est le bilan du procureur de la République de Niort. Les organisations sur place dénombrent, elles, quelques 200 manifestants blessés de manière générale. On fait le point dans cette édition. Et puis aux États-Unis, une tornade dévaste le Mississippi. Bilan au moins 25 morts et des dégâts considérables. La petite ville de Rolling Fork a presque été rayée de la carte. La région se prépare à de nouvelles intempéries ce dimanche. Les manifestations contre la réforme des retraites se sont poursuivies hier un peu partout en France et sans accroc. Regardez, 450 personnes étaient mobilisées à Nice, 1900 à Caen et encore plusieurs centaines à Compiègne ou encore à Marseille. La contestation contre l'adoption du texte et son passage en force à l'Assemblée ne s'essoufflait pas à 3 jours de la prochaine grande mobilisation, mardi, à l'appel de l'intersyndicale. Victor Labbé, Quentin Trigodet avec Camille Plaisant. De Compiègne à Nice, en passant par Caen, les cortèges contre la réforme des retraites se sont multipliés hier. Certains manifestants ne veulent rien lâcher. Elles étaient quasiment toutes faites pour l'instant et je pense que j'y serai également mardi. On défendra les retraites jusqu'à ce qu'ils décident de la retirer. Toutes les manifs qu'il faudra faire, je serai là. Alors, je fais pas partie des casseurs ou quoi que ce soit parce que je respecte pas du tout ça. Par contre, on est là, on est pacifiste et moi j'estime que je serai là jusqu'au bout. Être là jusqu'au bout, c'est le mot d'ordre de ces manifestants qui se donnent rendez-vous mardi prochain. Tous les yeux seront rivés sur la 10e journée de mobilisation. Les autorités craignent de nouveaux affrontements entre certains manifestants et forces de l'ordre. Dans le journal du dimanche, Olivier Véran prévient. La violence doit être condamnée sans réserve. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que la violence serait une réaction justifiable ou compréhensible. Interrogé sur l'appel de la CFDT à faire une pause dans la réforme des retraites pour apaiser le climat social, le porte-parole du gouvernement réitère l'invitation d'Emmanuel Macron. Il tend la main à l'intersyndicale pour les recevoir afin d'aborder l'ensemble des sujets qui participent au malaise général. Gestion des fins de carrière, reconversion professionnelle, revalorisation des salaires. Sur tout cela, on a besoin de travailler avec les syndicats. Mais pas question de revenir sur la réforme pour le gouvernement. Alors, dans ce contexte, certains syndicalistes appellent à un mouvement de grève massif. Il faudrait que dans les entreprises comme Stellantis, Renault, Toyota, dans l'automobile, mais dans toutes les entreprises de France, il y ait la grève. Parce que là, on peut le faire craquer, Macron, on peut le faire reculer. Donc il faut qu'on s'y mette tous, très largement, en grève et en manifestation. Jeudi, plus d'1 million de manifestants ont défilé dans les rues selon la police, 3,5 millions selon les syndicats. Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui a porté cette réforme, était l'invité de nos confrères de France Inter. Il a justifié le recours à l'article 49.3. Parce qu'on ne joue pas à la roulette russe avec une réforme aussi importante. Mais là, vous êtes en train de dire, on a voulu passer par le vote,
Et au moment où vous pouviez le faire, vous avez choisi le 49.3. Je vous confirme que nous avons tout fait jusqu'à la dernière minute pour aller jusqu'au vote à l'Assemblée nationale. Mais on ne joue pas avec une réforme aussi importante. Et face à l'incertitude, nous avons fait le choix d'engager la responsabilité. Je souligne, parce que cela a été beaucoup dit, mais ça vaut la peine de le dire, que ce n'est pas une première. C'est la 100e fois que le 49.3 a été engagé dans l'histoire de notre 5e République. Et par ailleurs, nous avons une constitution, nous avons des lois, des textes qui disent que si le gouvernement gage sa responsabilité, le texte est considéré comme adopté. Et ça n'est pas la première fois sur des textes importants. La CSG a été votée par recours au 49.3. La dissuasion nucléaire a fait l'objet d'un 49.3 pour être adoptée. Mathieu Coache, journaliste politique de BFM TV. Dans tout ce flou, on va essayer de voir un peu plus clair avec vous. Actuellement, le texte, il est toujours donc au Conseil constitutionnel qui va l'étudier dans le détail. Comment se prépare le gouvernement pour toute cette semaine à venir? Alors c'est ambiance veillée d'armes, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon. Emmanuel Macron recevra demain à midi Elisabeth Borne. Alors ça c'est assez classique, il y a un déjeuner tous les lundis. Mais ensuite ils seront rejoints à 13h15 par les chefs de la majorité. Donc Stéphane Séjourné pour Renaissance, François Bayrou pour le Modem et Édouard Philippe pour Horizon, pour évoquer la stratégie des semaines et des jours à venir. Le porte-parole du gouvernement dit dans le JDD aujourd'hui qu'il y aura d'autres réformes à mener. Alors avec qui? C'est toute la question. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on l'a vu sur le texte des retraites, et les syndicats et le gouvernement se parlent régulièrement par voie de presse, mais visiblement ne se comprennent pas. Il y a donc deux échéances importantes maintenant. C'est évidemment la journée de mobilisation de mardi. Est-ce qu'il y aura autant de monde dans la rue? C'est un test très important pour le gouvernement. Et puis cette décision du Conseil constitutionnel qui peut décider de censurer partiellement ou totalement, même si c'est moins probable, le texte. Et ça va prendre encore quelques semaines, dit Olivier Véran. Le président, en attendant, a carrément vidé son agenda. Cette semaine, il y avait la visite royale, mais elle a été reportée. Et on sent une certaine fébrilité, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit au sein du gouvernement ou de la majorité, parce qu'il n'y a pas de plan B, tout simplement, si la mobilisation ne faiblit pas. Vous restez avec nous, Mathieu, parce qu'on va évoquer avec vous dans un instant ce sondage très intéressant qui va inquiéter un peu plus la majorité. Comment la classe politique se sort-elle, et notamment la majorité, de cette séquence parlementaire mouvementée? Sondage IFOP pour le Journal du Dimanche qui rapporte que si des élections législatives avaient lieu ce dimanche, eh bien, les Français interrogés voteraient moins en faveur de députés de la majorité présidentielle, 22% d'intention de vote actuellement contre 27% en 2022, et pour les LR, 10% aujourd'hui contre 11% en 2020. Et vous le voyez, en revanche, les sondés voteraient d'abord pour les députés Rassemblement National et de la NUPES à égalité d'intention de vote, 26% actuellement, en hausse d'1% pour la NUPES et de 5% pour le RN. Mathieu Coache, c'est ça cet enseignement principal qu'il faut retenir, c'est que le RN ferait un bond, la plus grosse progression, plus 5% en un an d'intention de vote. Oui, on peut dire que c'est assez mal payé pour Jean-Luc Mélenchon et les députés de la NUPES qui ont été extrêmement vocaux, extrêmement actifs à l'Assemblée nationale pendant tous les débats sur la réforme des retraites. En revanche, la stratégie du Rassemblement national, qui est celle du silence radio, ou presque en fait en dehors des dépôts de motions de censure, on a assez peu entendu les députés du Rassemblement national. Eh bien, cette stratégie, elle paie, et c'était d'ailleurs à peu près la même chose, le même schéma pendant la crise des Gilets jaunes. À la fin, eh bien, c'est Marine Le Pen qui récolte en quelque sorte les fruits de la colère. Alors attention, on n'est pas au bout de cette séquence, et puis par ailleurs, la dissolution, elle est plus qu'improbable à ce stade, et ce sondage le confirme, puisque Renaissance perdrait 5 points, se retrouverait 3e parti de France. Un enseignement quand même intéressant de ce sondage, Renaissance reste en tête chez les plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites. Merci beaucoup Mathieu. À la veille de cette nouvelle semaine qui s'annonce donc encore agitée, on voulait faire un point sur les conséquences de ces grèves qui se prolongent, des difficultés à trouver du carburant à cause des mouvements dans les raffineries et dépôts de pétrole, compliqué également d'emprunter les transports publics avec les grèves sur le rail. Certains Français doivent donc revoir leurs habitudes et leur sortie. Élodie Berthe, Anne Boisise et Camilla Giudici. Il faut certes s'armer de patience, mais ici, les automobilistes peuvent trouver du carburant. Une quête devenue compliquée en Loire-Atlantique, où 6 stations-service sur 10 affichent au moins un produit en rupture de stock. Alors pour économiser l'essence, ces conducteurs doivent faire des choix. On essaye de se retrouver sur des endroits proches ou sinon on sort pas. En fait, c'est trop chiant. Enfin là, on veut mettre de l'essence, on fait 20 minutes, une demi-heure de queue quand ça va bien. La semaine prochaine, on a besoin d'aller travailler. Donc il faut aller à l'essentiel. Il n'y avait pas beaucoup de carburant hier. On a annulé une visite en Vendée. Programme chamboulé aussi pour ceux qui prennent le train. La grève se poursuit à la SNCF. Un quart des TER et TGV annulés ce week-end. La moitié des intercités. Ces voyageurs ont dû trouver des plans B. Le train a été annulé à l'aller
On a dû prendre un Flixbus. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on voulait, quoi. Au lieu d'un train de 3 heures, ça nous a pris à peu près 9 heures. Je devais venir à Toulouse pour un impératif, pour donner une formation. Le train a été supprimé, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et, du coup, j'ai pris l'avion, j'étais obligé de rentrer, donc voilà, c'était un tout petit peu plus cher. Et bon, ça m'a surtout embêté d'un point de vue environnemental, on va dire. Si certains trouvent des solutions alternatives, d'autres renoncent à leur déplacement. Cet hôtel le constate. On a raison de 2 à 3 annulations par jour, annulations tardives. On en a beaucoup de dernière minute, le jour J ou la veille. Et la SNCF prévient, le trafic ferroviaire pourrait rester perturbé lundi, avant une nouvelle journée de mobilisation mardi. Également dans l'actualité, cette ouverture d'une enquête judiciaire désormais dans l'affaire de l'enregistrement sonore qui illustre les intimidations et les menaces proférées lundi soir par des policiers de l'unité Brave M à Paris à l'égard d'un groupe de 7 manifestants contre la réforme des retraites. Vendredi, le préfet avait déjà annoncé saisir l'IGPN, la police des polices. Parmi les jeunes victimes de ces intimidations, il y a Souleymane et Salomé qui ne comptent pas en rester là. François Luce, Philippine David avec Guillaume Barqui. Il est l'homme visé dans cet enregistrement. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Parce que je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Souleymane a 23 ans. Il est étudiant tchadien en France. Face aux policiers de la Brave, il décrit une série d'intimidations, mais aussi d'agressions. Il m'a attrapé vers le parti génital. Et il m'a dit t'as pas de couilles et tout, il commençait à m'insulter tout de suite. Ils ont pris ma pièce d'identité. Tu viens d'où? T'es venu à la nage, t'es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes de l'avion. Je me sens agressé, humilié et menacé aussi. Menacé parce qu'ils savent mon adresse, ils ont dit ils vont passer d'ailleurs mercredi. Avec lui, d'autres étudiants sont interpellés. C'est le cas de Salomé. J'entends la Brave arriver derrière moi. Donc là, il y a une quinzaine de vingtaine de motards. Je me rends, main en l'air. Ils me balayent. Je tombe dos contre les pavés. Ils me menottent. J'entends un connasse. Je demande comment et on me dit ta gueule. Et puis, ça a été intimidation sur intimidation. Ta vie ne tient qu'à un fil. Quand j'ai donné mon nom, quelqu'un a réagi parce que mon nom est d'origine hébraïque en disant ça va nous causer des ennuis, ça. Le préfet de police de Paris a saisi l'IGPN, mais rappelle que selon lui, la Brave M est une unité essentielle pour le maintien de l'ordre dans la capitale. Nous sommes en direct avec Frédéric Charpier. Merci d'être avec nous, journaliste d'investigation spécialisé dans le renseignement et la police. On va essayer de bien comprendre avec vous ce que sont ces policiers des Braves M. Que sont-ils? Que font-ils? Comment sont-ils formés? Écoutez, ce sont les ancêtres, si vous voulez, des pelotons voltigeurs de la préfecture de police, mais même ça a toujours, si j'ose dire, même si on remonte dans le temps, ce genre d'unité a toujours existé. Elle a existé pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Donc au fond, grosso modo, c'est un véhicule avec derrière quelqu'un qui est armé d'une matraque et qui va dans les petites rues et sur les arrières des manifestations chasser ce qu'on appelle les casseurs ou les manifestants les plus radicaux. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ils ont eu des périodes plus ou moins florissantes. Ils sont rentrés, si vous voulez, dans le domaine public avec une certaine gloire, entre guillemets, lors de l'affaire Malik Oussekine. Mais déjà, dans le début des années 70, ils existaient, ils intervenaient dans les manifestations. Ils étaient parfois d'ailleurs eux-mêmes pris en nas, dans les nasses de manifestants qui les faisaient tomber de leur moto et pouvaient éventuellement les tabasser au sol. Grosso modo, c'est pas une unité qui brillait par son efficacité. Elle a toujours apporté plus de discussions qu'elle n'a résolu de problèmes. Donc Pierre Jox avait décidé à une époque de s'en passer. Ils ont été restaurés, puis grosso modo, on a cessé de s'en servir, et puis là, depuis quelque temps, en effet, on les a remis en lice. Mais disons qu'après mai 68, on a essayé toutes sortes de nouvelles unités de ce genre. Il y avait même des petites jeeps qui étaient utilisées pour pouvoir se faufiler dans certaines rues de Paris, etc. Donc grosso modo, c'est une unité, où c'est peut-être pas la crème des commissariats qui est affectée, mais c'est pas une unité, à mon avis, décisive dans le maintien de l'ordre. Alors, il y a aussi cette pétition, justement, vous parliez de cette unité controversée, une pétition publiée depuis jeudi sur la plateforme de l'Assemblée nationale pour dissoudre la Brave M. Pourtant, le préfet de police, Laurent Nunez, a dit que ça serait non. Pourquoi ? Parce que le préfet de police n'a peut-être pas envie de se voir dicter ce qu'il doit faire par
des députés, je suppose, de la NUPES. Je pense que c'est plutôt là doit se trouver l'explication. Et puis bon, pour l'instant, si j'ai bien compris, il y a l'IGPN qui a été saisie. Il y aura sans doute des rapports qui vont remonter jusqu'au cabinet du préfet. Il y aura peut-être aussi une intervention du ministre de l'Intérieur et on verra au final si cette unité survivra. Mais enfin, elle peut aussi survivre et ne pas être utilisée. Vous restez avec nous, Frédéric Charpier. On va évoquer également avec vous les violences à Sainte-Soline hier dans les Deux-Sèvres avec ce rassemblement. Le dernier bilan concernant les blessés fait état d'un homme, un manifestant dont le pronostic vital reste engagé à ce stade. C'est un homme de 30 ans qui a un traumatisme crânien. Il y a eu de nombreux blessés hier. Une séquence à vous montrer, tournée par un gendarme à l'intérieur du fourgon de gendarmes qui illustre la violence à laquelle ont été confrontées les forces de l'ordre hier. Frédéric Charpier, ces images, elles sont impressionnantes de détails sur cette violence. Est-ce qu'il fallait s'attendre à un tel déferlement de violence? Ça a été très court sur le temps, mais ça a été très intense comme on le revoit sur ces images. Écoutez, dans un bouquin que j'ai publié il y a pas longtemps, j'ai évoqué l'existence de ce qu'on appelle une cellule Déméter, qui avait été mise en place du temps de M. Castaner au ministère de l'Intérieur. C'était les gendarmes qui s'en occupaient et ils étaient particulièrement saisis de suivre, si vous voulez, tout ce qui était le phénomène des ZAD. Donc, on était parti de Notre-Dame-des-Champs, mais également après derrière d'autres événements, etc. C'était également une cellule qui s'occupait aussi de certains projets d'enfouissement de déchets nucléaires, etc. Donc sur le plan, en théorie, du renseignement, cette cellule Déméter est censée suivre de manière très précise, si vous voulez, ces activités-là, les préparatifs de ces manifestations, etc. Donc je pense qu'on devait s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de mouvement en matière de renseignement. La gendarmerie est très bien outillée depuis un certain nombre d'années, puisque c'est elle qui s'occupe de ça. Elle s'occupe même d'ailleurs de tout ce qui est connexion européenne, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est déjà des phénomènes qui sont déjà anciens ces dernières années. On a arrêté beaucoup de gens et on a mis en exergue dans certaines affaires toutes sortes de connexions avec des groupes italiens, allemands, etc. Donc je pense que grosso modo, en termes de renseignements, sans parler des procédures judiciaires qui donnent toujours lieu, si vous voulez, à des écoutes téléphoniques, à des entretiens, des interrogatoires, tout ça finit évidemment par dégager une substance de renseignement qui alimente les dossiers. Je pense, pour faire simple, que effectivement personne n'a dû être surpris par ce déchaînement de violence qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Manifestation qui était interdite. Alors, il y a de nombreux manifestants qui estiment que la réponse des forces de l'ordre était disproportionnée. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, je ne veux pas faire le tri entre ce que disent les uns et les autres. Moi, évidemment, je ne suis pas sur le terrain, donc je ne peux pas, si vous voulez, avoir un avis personnel et équilibré. Mais disons quand même que là, on a affaire à des manifestants. Pour certains, ils sont venus là pour évidemment s'en prendre directement aux forces gendarmesques. Bon, et résultat des courses, comme ce genre de manifestations, ce ne sont finalement ce n'est finalement qu'une dynamique où chacun répond en fonction de... Alors évidemment, quand vous attaquez des forces de police, en général, elles se défendent. Alors après, c'est l'usage d'un certain nombre de munitions et d'armes, comme les grenades de désencerclement ou les NBT, qui sont peut-être mises en question. Et ça, si vous voulez, je suis beaucoup trop loin pour avoir un avis là-dessus. Le fait est qu'il y a eu beaucoup de blessés, mais le fait est que les images aussi montrent que il y a pas mal de cars de gendarmerie qui ont brûlé. C'est pas nouveau. On a toujours fait brûler des cars de police et de gendarmerie en France depuis mai 68. Voilà, donc si vous voulez, grosso modo, c'est un type de violence qui a toujours existé. Et quand on passe à l'attaque, généralement, il y a une contre-attaque. Et
parfois on en subit évidemment les conséquences. Merci Frédéric Charpier. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation spécialisé dans le renseignement et la police. Et c'est cette question forcément qui ressort. Est-ce que ces violences auraient pu être évitées? A-t-on assez anticipé du côté des forces de l'ordre? Écoutez la réponse de Céline Berton. C'est la directrice générale de la sécurité publique. Nombre de moyens ont été mobilisés en anticipation, en détection des groupes violents, en identification du nombre d'individus susceptibles d'y participer. Et à cet égard, le renseignement territorial, comme d'autres services de renseignement, ont eu un rôle absolument déterminant. Une fois encore, je crois qu'il ne faut pas porter de jugement trop rapide. Le fait est que l'objectif de ces groupuscules, c'était de dégrader les bassines. Et elles n'ont pas été touchées. Et il faut se souvenir que l'objectif des dispositifs déployés, c'était aussi d'en empêcher les dégradations. Et à cet égard, il faut considérer que l'objectif a été atteint. Et puis à l'étranger, direction les États-Unis, des images déchirantes de l'aveu même de Joe Biden. Des tornades d'une puissance inouïe ont dévasté des quartiers entiers dans le Mississippi. Une ville de 2000 habitants a quasiment été rayée de la carte. Le bilan est terrible, au moins 25 morts. Les survivants sont traumatisés, les dégâts sont considérables et une nouvelle tempête devrait arriver dans la journée. Tout de suite, la météo. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Beaucoup d'agitation au programme pour ce dimanche. Nous avons un système dépressionnaire qui circule sur le pays. Il nous apporte beaucoup d'instabilité, des averses orageuses fréquentes, une zone de pluie même bien marquée du Limousin en remontant sur le Val-de-Loire avec des pluies soutenues, localement orageuses, de bonnes rafales de vent aussi sur la façade atlantique jusqu'à 110 km/h. Ça souffle aussi dans les terres et toute cette zone de pluie va se décaler dans le courant de l'après-midi, de la soirée sur le quart nord-est. On va surveiller aussi ce qui va se passer dans le courant de la nuit prochaine aux extrémités de la Corse. Le vent qui va nettement se renforcer. D'ailleurs, il soufflera encore demain matin très fort. On attend des rafales entre 100, 110, 120 km/h. Ce sera donc encore le cas demain matin. Côté ciel, sur le littoral méditerranéen, ce sera du soleil. On va retrouver beaucoup de nuages accompagnés de quelques pluies sur une bonne moitié sud. De la neige sur l'ensemble des reliefs, si bien que le risque d'avalanche va devenir très élevé sur les Alpes. Et puis à l'arrière, donc sur les régions du nord, on retrouvera un temps plutôt ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, l'amélioration se confirme. On retrouve des conditions plus anticycloniques avec toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes où il continuera de neiger. Puis les températures, alors dans un premier temps, elles devraient rester stationnaires, mais elles vont bien baisser, notamment dans la nuit de lundi à mardi avec des gelées à nouveau fréquentes. En attendant, demain matin, 4 degrés à Paris, encore 10 sur le littoral méditerranéen. Et dans l'après-midi, ça commence à baisser. 8 degrés, ce sera pour Nancy. Il fera 21 degrés, toujours quand même en Corse. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. Et c'est ce qu'on apprend avec la dernière étude. Les jeunes ne lisent pas assez. En effet, 4 jeunes sur 10 ne lisent pas un seul livre par an. Un phénomène qui a d'ailleurs tendance à s'accentuer et qui concerne tous les jeunes, peu importe leur milieu social. Tu vas voir, il est super celui-là. Merci. Quand on travaille chez Leclerc, on ne travaille pas que pour Leclerc. Comme nos libraires des espaces culturels, qui défendent chaque jour tout ce qui compte pour vous. Découvrez toutes nos offres d'emploi sur www.recrutement.leclerc. Leclerc. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Désignez Banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Et si nous mettions toute la force de la nature dans une formule efficace? Phytoxyl sans sucre, actif d'origine végétale.
Dispositif médical dès 2 ans. Mon objectif, ça serait de perdre 7-8 kilos. Dans la famille, on est du genre très gourmand. Ma mère, par exemple, elle rajoute de la crème fraîche et du sucre dans des yaourts light. Ah mais c'est parce que c'est meilleur, t'es marrant. Tu te souviens, avant que je commence Comme J'aime, t'avais quelques doutes, tu te disais ça marchera pas sur moi ou quoi. Il y avait moins 13 kilos en 5 mois. Je trouve que tu repousses depuis trop longtemps la perte de poids. Prépare-toi, je te lance le défi de faire Comme J'aime. Allez hop, pari tenu. Alors pour faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commejaime.fr pour faire votre devis. Ou appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37. On peut vivre la vie de tout le monde, mais on peut aussi inventer la sienne. Chez Schmitt, on innove, invente, pour créer dans toutes les pièces de la maison des espaces de vie, dont chaque millimètre est pensé pour vous, pour être chaque jour au meilleur de vous. Votre Home Schmitt Home. Ibis Styles. Toujours le même confort, jamais le même style. Aider un chef d'entreprise sur sa comptabilité sans qu'il s'arrache les cheveux et... Oui? Mais ça ressemble pas à une banque. Être dispo le dimanche après-midi pour une jeune indépendante qui galère. Quoi? Ça c'est sûr, ça ressemble pas à une banque. Tout cela ne ressemble pas à une banque, mais ça ressemble à Shine, le compte pro pour les entreprises et les indépendants. Et ça, forcément, ça détend. Shine. À bientôt. Salut. Non mais t'as vu? Elle a recommencé, elle a ramené des crèmes au chocolat. C'est toi qui lui as demandé d'amener le dessert. Oui, un dessert, mais pas des crèmes au chocolat. Faut toujours qu'elle étale sa richesse. Là, la dernière fois, elle avait ramené des yaourts. La prochaine fois, c'est quoi? Des petits Suisses. Pourquoi elle nous dit qu'elle a du riz au lait dans son frigo? On s'en fout. Oui, elle est complètement bimique. Pour le goûter des gosses, elle avait ramené de la faisselle. Je me sens rabaissé, je me sens nul. Faut pas trop les habituer à manger ce genre de mets de luxe, hein? Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Mercredi. Il a. Je pleure. La voix, je la connais pas, mais il y aura toujours un gars comme moi pour te la rappeler, d'accord? Inédit 100 jours avec la police des Ardennes, mercredi à 21h10 sur RMC Story et RMC BFM Play. C'est fou comme notre nature l'emporte toujours. Vivre ensemble, intensément, contre vents et marées. Et si ça finit en mal de gorge peu intense et sans fièvre, l'Isopaïne vous accompagne. L'action antibactérienne de l'Isopaïne cétylpyridinium lysozyme combat localement l'infection et soulage la gorge. L'Isopaïne, combattez le mal de gorge, pas votre nature. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Réconcilier vacances plus responsables et plaisir de l'évasion? Sur fairmove.fr, choisissez votre séjour parmi 5000 hébergements positifs, joyeux et plus éthiques. Fairmove.fr, mettez du cœur dans vos voyages. Ce matin, Louise pense à la rénovation énergétique de son immeuble. Elle se dit qu'ils ont tous à y gagner. Djibril, son voisin du 2e étage, aurait moins froid aux pieds. Hugues ferait des économies d'énergie. Et Maryse, qui pense à ses petits-enfants, aurait un patrimoine mieux valorisé et plus respectueux de l'environnement. En discutant entre copropriétaires, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent bénéficier d'aides, être accompagnés pour la rénovation globale de leur immeuble et qu'ils seront gagnants à tous les étages. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme J'aime vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr. C'est important.fr. C'est bientôt l'heure de votre pause café. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche à 15h. Nous reviendrons sur les violences et scènes de chaos hier à Sainte-Soline. Selon le parquet, le pronostic vital d'un manifestant avec un traumatisme crânien est toujours engagé. Nous ferons le point dans un instant avec Mélanie Bertrand. Aujourd'hui, les manifestants anti-bassines participent à des forums et des tables rondes cet après-midi. Dans la crise sociale autour de la réforme des retraites, ce sondage, si des législatives avaient lieu aujourd'hui, la contestation profiterait davantage aux élus des extrêmes, notamment du Rassemblement national qu'à ceux de la majorité. Une progression de 5% en un an, notable pour le parti de Jordan Bardella. Pourtant, pas les bienvenus dans les manifestations syndicales. Pour travailler à élargir une majorité mise à mal dans cette crise, Emmanuel Macron, lui, se réunira demain avec sa première ministre et des cadres de sa majorité. Et puis cette nouvelle provocation de Vladimir Poutine, le président russe a affirmé hier que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. L'Ukraine veut une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. À la une de l'actualité, donc Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, lendemain de cette très violente manifestation hier avec des scènes de guérilla rurale et un bilan très lourd. Un manifestant a toujours un pronostic vital engagé selon le parquet. On va y revenir dans un instant. On retrouve sur place notre reporter. Pas de manifestation aujourd'hui. Certains participants ont quitté les lieux. Le dispositif de force de l'ordre est-il toujours important ? Oui, on voit encore cet après-midi des dizaines de véhicules de gendarmerie postés tout autour de cette bassine qui est toujours en construction. Pour accéder à la bassine de Sainte-Soline, il y a encore de nombreux points de contrôle routier tout autour. Nous avons vu également tout à l'heure des officiers de police judiciaire sillonner dans les champs juste à côté de cette bassine pour retrouver des preuves ou des objets qui pourraient faire avancer l'enquête. Pour rappel, le parquet de Niort a ouvert une enquête pour le chef d'organisation de manifestations interdites. Il tente donc d'identifier des individus les plus violents qui ont participé à cette manifestation, sachant que pendant les affrontements, aucune interpellation n'a pu être effectuée. Tout autour de la bassine, on trouve de nombreux tas de pierres parfois qui sont mis dans des sacs. On trouve également des feux d'artifice, des restes de grenades lacrymogènes et de désencerclement. On sait que selon le ministère de l'Intérieur, 4000 de ces grenades ont été tirées hier. Et puis il reste également les 4 véhicules de gendarmerie qui ont été incendiés. Ils sont toujours sur place. Les manifestants, eux, vous le disiez, ils ont quitté les lieux après avoir dormi dans un campement qui était à quelques kilomètres d'ici. Une partie d'entre eux sont à Mel, un village à 10-15 minutes de là où nous nous trouvons, où des concerts, des tables rondes sont organisées et ils réfléchissent à la suite qu'ils vont donner à ce mouvement. Alors merci pour ces images que vous nous montrez de ces stigmates au lendemain de ces violents affrontements. Expliquez-nous, on sait que de nouveaux chiffres ont été concernant notamment les blessés qui ont été donc impliqués dans ces affrontements hier. Oui, c'est un bilan toujours provisoire qui a été communiqué par le parquet de Niort. Concernant les gendarmes, le parquet parle désormais de 29 gendarmes blessés, principalement pour des brûlures, des traumatismes sonores ou des traumatismes qui sont liés à des jets de projectiles. Parmi ces 29 gendarmes, 2 sont en urgence absolue. Il y en a un qui est blessé à l'aine et l'autre qui a un traumatisme respiratoire. Du côté des manifestants, on parle désormais de 7 manifestants blessés, 3 en urgence absolue. Et l'un d'entre eux a son pronostic vital toujours engagé. Il a été victime d'un traumatisme crânien. N'oublions pas non plus 2 de nos confrères, 2 journalistes blessés, un avec une plaie à la tête, l'autre avec des brûlures. Le procureur qui précise que des vérifications sont toujours en cours dans les hôpitaux les plus proches de cette bassine pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont été prises en charge. Parce que pour comparer les chiffres, il faut rappeler que les ONG, elles, évoquent 200 blessés, dont 40 gravement et 20 dont le pronostic fonctionnel est engagé, c'est-à-dire qu'ils sont mutilés ou défigurés. Et il confirme ce que disait le procureur de la République de Niort, une personne dont le pronostic vital est engagé parmi les manifestants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une séquence à vous montrer également qui illustre le chaos qui a régné hier après-midi donc à Sainte-Soline, avec une pluie de projectiles notamment qui est envoyée sur les forces de l'ordre, sur les gendarmes. Une scène filmée par un gendarme à l'intérieur de son fourgon. Regardez.
Avec nous, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. On va faire un point complet sur ces violences d'hier. Elles ont entraîné de nombreuses réactions. Oui, effectivement, des violences très fortes que l'on a pu suivre hier en direct sur notre antenne, avec des milliers de personnes réunies sur place. Alors, selon les derniers chiffres de la préfecture, on était à 6000 personnes présentes, 5 fois plus selon les organisateurs. Tous étaient là à l'origine dans cette manifestation qui, on le rappelle, était interdite, pour dénoncer un projet de méga-bassine. Mais effectivement, cette manifestation, elle a totalement éclipsé, ces affrontements a totalement éclipsé cette manifestation qui à la base était écologique pour tourner à l'affrontement. On a vu notamment 2 séquences très fortes et on voit les images filmées par un gendarme avec des jets côté manifestants, des jets de cocktails Molotov, d'explosifs, de mortiers. Les gendarmes ont répliqué en lançant plus de 4000 grenades, à la fois grenades de désencerclement et grenades lacrymogènes. Ils ont aussi fait usage de tirs de LBD. Alors ces affrontements, évidemment, ce n'était pas une surprise. Ils avaient été anticipés par les autorités avec un dispositif de sécurité très important. On l'a beaucoup dit hier, 3200 gendarmes et policiers qui étaient présents sur place. La manifestation, elle a été classée à haut risque par le renseignement territorial qui s'attendait à la présence de manifestants les plus radicaux. Et d'après nos informations, plus d'1 millier effectivement d'activistes violents étaient présents sur place. Et vous le disiez, ça a engendré beaucoup de réactions. Sur Twitter, Elisabeth Borne a dénoncé un déferlement de violence intolérable. Quant à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il a de son côté fustigé l'ultra-gauche et l'extrême gauche qui s'en sont pris de manière extrêmement violente aux gendarmes. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces précisions. Du côté des gendarmes, justement, l'emploi de la force a-t-elle été proportionné hier? Oui, selon Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie. C'est vrai que la gendarmerie a fait l'emploi de la force et l'usage des armes, mais si on observe et si on rembobine le fil, qui en premier a fait un usage fort, violent, de tirs de mortier, de grenades, d'engins incendiaires, avec un fort pouvoir vulnérant à l'encontre de la force légitime, les forces de l'ordre. Les gendarmes, ils ont fait un usage proportionné, gradué de l'emploi de la force et de l'usage des armes. Il faut savoir qu'ils ont reproduit un principe qui est l'absolue nécessité. C'est-à-dire, avant d'utiliser des grenades lacrymogènes, il y a d'autres moyens qui ont été faits. Il y a aussi des sommations qui ont été réitérées. Alors, est-ce que ces violences hier auraient pu être évitées? Selon Nicolas Giraud, porte-parole national de la Confédération paysanne, qui a manifesté contre le projet, les autorités et les forces de l'ordre en sont responsables. Selon nous, les violences d'hier, elles auraient pu largement être évitées. La première chose à faire pour les éviter, ça aurait été d'autoriser une manifestation, d'autoriser un parcours. Ça aurait dû être vu avec la préfecture. On aurait dû pouvoir autoriser une partie de la manifestation à circuler, à déambuler, à poser des gestes comme on a su les faire auparavant. Je rappelle juste que le long de cette manifestation, on a tous déambulé tranquillement, gentiment. On a planté des haies, on a monté une serre. Donc à un moment donné, les gens savent faire une manifestation tranquille et responsable. Et le fait de tout interdire, de pousser par cette provocation-là à une montée des tensions, de ne surtout pas chercher à ressortir de la manifestation ou à interpeller les éléments les plus violents, c'est aussi une manière non pas de maintenir l'ordre, mais de maintenir le désordre et de se servir en fait de ce désordre-là pour décrédibiliser l'ensemble de la manifestation. Donc oui, je pense que les violences auraient pu largement être évitées, les affrontements également, mais il me semble que c'est une volonté qui a été mise en place et moi je tiens largement responsable également la préfecture, Gérald Darmanin, par cette gestion-là qui a été faite hier. Autre grand titre de l'actualité, l'opposition à la réforme des retraites avec une nouvelle semaine importante qui va débuter demain. Prochaine journée de mobilisation nationale, vous le savez, c'est mardi. Les syndicats pourront-ils réunir autant de monde que jeudi dernier dans la rue? La pression, en tout cas, ne retombe pas. Hier, de nouvelles manifestations, vous le voyez, se sont tenues dans plusieurs villes de France. Face à cette contestation de la rue, Emmanuel Macron s'est dit disponible à échanger avec les syndicats. C'est trop tard, selon Hélène Fauvel, la secrétaire confédérale de Force ouvrière. Le discours du président de la semaine dernière, c'est en gros « je ne veux pas discuter avec vous de la réforme des retraites ». Et au Conseil européen, il a redit d'une certaine manière la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il dit maintenant on va discuter de la suite. C'est-à-dire j'ai ouvert une séquence retraite, enfin pas lui d'ailleurs parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, et je referme la séquence retraite et maintenant nous allons discuter de ce que, du point de vue syndical, nous aurions dû commencer à discuter avant de parler réforme des retraites. Donc, quelque part, il y a une forme de cynisme chez le président de la République. C'est-à-dire, je dis, maintenant, je veux bien discuter.
Maintenant que j'ai passé ma réforme en force, je veux bien discuter. On en parle en plateau avec Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Emmanuel Macron recevra demain midi à l'Élysée Elisabeth Borne et les cadres de la majorité. Quelle stratégie l'exécutif doit-il adopter? Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Le but de la stratégie, en tout cas des réunions de demain, c'est tout bêtement de disposer d'une majorité, fût-elle relative, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, la majorité est décomposée façon puzzle. On a des PPL Horizon qui ont été rejetés il y a 2 semaines par Renaissance. Renaissance a vu ses PPL rejetés par Horizon et par le Modem. Et vous avez vu les bancs déserts lundi de la majorité pour soutenir, ou plutôt ne pas soutenir, la Première ministre. Donc aujourd'hui, sans même parler de LR, qui est un allié, qui d'abord n'est pas un allié, mais qui est très très déstructuré, eh bien la possibilité de tenir les groupes ensemble de la majorité est très limitée. Et c'est ça l'urgence pour Emmanuel Macron. Parce que pas de pouvoir présidentiel si pas de majorité parlementaire. Donc ensuite, il y a comment sortir de cette crise-là. Et comment sortir de cette crise-là? Eh bien probablement, il va falloir que Emmanuel Macron parle de la réforme des retraites avec les syndicats. Parce qu'à ce stade-là, on ne peut pas sortir de cette crise sociale sans justement avoir un dialogue entre le président de la République et les organisations syndicales. Or, le préalable, ça a été dit par votre invité, le préalable, c'est en effet pour les syndicats de parler de cette réforme des retraites. L'objectif qui serait de sortir de cette séquence pour Emmanuel Macron est pour l'instant un objectif hors d'atteinte. On a eu une mobilisation dans la rue lors de la dernière journée de mobilisation. On voit les incidents qui peuvent émailler les alentours de ces manifestations. Et de l'autre côté, même s'il y a encore une chance que ce soit invalidé par le Conseil constitutionnel, mais le RIP est lancé. Et si le RIP est réellement lancé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 9 mois... Le référendum d'initiative partagée. Exactement. Pendant 9 mois, les syndicats, CGT, CFDT, les différents partis de la NUP, voire une partie de la droite, ira à la pêche aux signatures. Il en faut 4 800 000. Et donc, évidemment, avec un décompte journalier des signatures pour la majorité, eh bien, ce serait une sorte de torture lente, en tout cas, une incapacité, une impossibilité de passer à une nouvelle séquence. Vous évoquiez les scènes de tension qui ont un peu émaillé certaines de ces manifestations, en tout cas les plus grosses, les manifestations nationales, et puis à Paris récemment. Comment est-ce que cette spirale de la violence peut retomber? Est-ce qu'on peut l'espérer? C'est très très compliqué parce qu'il faut voir que ces dernières années, eh bien, on a plutôt cédé à la violence. Souvenez-vous, les 3 grands derniers mouvements sociaux qui ont donné quelque chose, c'est-à-dire qui ont fait céder un exécutif. Notre-Dame-des-Landes, violence, ZAD déjà. De l'autre côté, les Gilets jaunes, évidemment, et pas tant le mouvement des Gilets jaunes, qui avait évidemment une légitimité, etc., que les dégradations, notamment le 8 décembre aux Champs-Élysées. Ensuite, l'année dernière, il y a quasiment 1 an, en Corse, les manifestations violentes en l'honneur d'Ivan Colonna. Donc aujourd'hui, il y a ce sentiment dans une partie de l'opposition, dans une partie de l'opinion, que la violence peut payer. Et donc, ce faisant, si vous ne rentrez pas rapidement dans une logique de dialogue avec les organisations qui, elles, eh bien, sont exemptes de toute violence, il y a un risque, en effet, d'une radicalisation d'une partie de ce mouvement. Et il n'y a pas besoin que cette radicalisation touche une énorme partie du mouvement pour faire de gros dégâts. On l'a vu les dernières soirées. Un sondage intéressant également ce dimanche, on va le regarder, sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche. Si des législatives anticipées avaient lieu ce dimanche, le RN, avec 26% des suffrages, enregistrerait un bond de près de 7 points par rapport aux législatives de juin 2022. Il ferait jeu égal avec la NUPES, qui, elle, stagne autour de 26%, malgré sa forte mobilisation contre la réforme des retraites. Nous étions tout à l'heure avec Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Selon lui, le RN a un socle électoral attrape-tout. Il nous explique ce que ça signifie. Pendant très longtemps, le RN avait des catégories forces, on le sait, l'électorat masculin, jeune, ouvrier, mais des catégories de très grande faiblesse. Les personnes âgées, les cadres supérieurs, les personnes diplômées, à une époque le salariat. On voit que c'est fini, sauf chez les cadres supérieurs et les professions libérales, où le RN obtiendrait 13%. En revanche, on voit que du côté de la jeunesse, du côté de toute une série de catégories où le RN était faible, il atteint 21% chez les personnes âgées. C'est une catégorie qui était toujours une terre inconnue pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Il perce. Ça montre à quel point ce parti s'est institutionnalisé. Et dans ce jeu à 3, dans cette fin de bipolarisation, dans cette mandature où les Français se demandent qui incarnerait l'alternative au pouvoir actuel, clairement, le RN a supplanté la NUPES qui reste sur une fonction très tribunicienne. C'est ce qu'on voit dans ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD.
Benjamin Morel, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette progression assez impressionnante du Rassemblement national, alors qu'on s'en souvient, lors de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron disait ce sera soit les extrêmes, soit moi, et là on a l'impression que les extrêmes remontent. Les extrêmes remontent. Alors la NUP avait déjà une jauge assez basse, c'est-à-dire que malgré le coup de communication génial de Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, élisez-moi Premier ministre, on voit que l'électorat de gauche ne s'est pas vraiment mobilisé pour les dernières législatives. Mais ça veut dire que pour la NUP, si elle reste unie, eh bien, son socle est un socle de base, qu'on peut difficilement avoir moins de députés NUP. Et que donc, il n'y a que des marges de progression potentiellement. Donc, ce bloc-là, il est assez stable. De l'autre côté, le RN, qui a plutôt bien joué ses cartes lors de cette réforme depuis le début de la législature, est en pleine montée. Et enfin, vous avez un bloc central qui, lui, est en situation de fragilité. Parce que c'est évidemment lui qui paye cette séquence de la réforme des retraites et qui plus est la fragilisation de sa base électorale qui, économiquement, subit, elle également, les effets de l'inflation. Ça veut dire quoi en termes de sièges? C'est difficile à dire, mais on peut voir a priori qu'il n'y aurait pas moins de députés NUP, qu'il y aurait plus de députés RN, et que l'idée qu'il pourrait y avoir une majorité au centre, quand je dis au centre, c'est très large en réalité, une majorité fictive ensemble LR, apparaît de plus en plus fragile. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous avez, avec cette majorité potentiellement absolue sur les deux formations, toutes les peines du monde. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui au Parlement. Si demain, vous deviez avoir une majorité qui fonde encore un peu plus, tout gouvernement serait d'autant plus menacé. Le scénario du pire pour Emmanuel Macron serait même, en cas de dissolution, d'avoir une majorité absolue NUP-RN, qui évidemment ne gouvernerait pas ensemble, mais ferait qu'à ce moment-là, aucun gouvernement dans ce pays ne pourrait tenir plus de 15 jours, ce qui ferait passer la période actuelle comme une forme de grande période de stabilité. Voilà où on en serait. Merci beaucoup, Benjamin Morel, pour toutes ces précisions. Il y a un sujet aussi important en cette période de contestation, de manifestation, ce sont les cagnottes de grève des syndicats qui battent des records actuellement. L'argent est collecté en masse dans les quêtes, dans les différentes cagnottes qui se sont ouvertes depuis janvier. Et le phénomène s'accélère, s'accroît depuis le 49.3. Reportage d'Emeline Darcourt, Kevin Drouan, Pierre Barbin et Léa Caboche. Ça rentre dedans ? Les pièces font un bruit sec quand elles tombent dans la caisse de grève. Mais il en faut encore beaucoup. Non mais ça fait rien, on est des milliers à le faire. Objectif, soutenir financièrement les grévistes. Ça ira à l'intersyndical pour les gens qui sont en grève depuis un bon moment. Pour la cause des grévistes, les automobilistes sont nombreux à donner. C'est important pour eux, on va leur donner de la force un peu. Malgré que moi je la fais pas, j'ai envie quand même parce que c'est important. Pour les soutenir justement, voilà, c'est tout. Ils se battent et je me bats pour eux. L'argent ira aux grévistes engagés sur la durée. On a décidé de faire une caisse de grève pour soutenir notamment les travailleurs et les travailleurs qui sont partis en grève reconductible. En Moselle, c'est soit les cheminots et les cheminotes, soit les énergéticiens et énergéticiennes. 3 800 € depuis début mars, le soutien est limité mais apprécié. On est quand même beaucoup de grévistes, on n'aura pas jamais tous notre salaire, mais au moins on sait qu'on est soutenu, ça fait chaud au cœur. C'est de toute façon un mouvement de solidarité et ça participe de l'événement global, quoi. La collecte est aussi numérique, comme sur la plateforme caissesolidarité.fr, gérée par Infocom CGT et Sud-Post 92. 2 400 000 €, c'est quand même énorme. 10 minutes plus tard, 570 € de plus. La cagnotte a été ouverte en janvier, les dons s'accélèrent depuis 10 jours. Depuis le 49.3, on a vu une poussée dans les dons. C'est l'expression d'une colère et d'une confiance sur le fait qu'on peut gagner. Jeudi, la collecte a rapporté 400 000 € en une journée. Selon le site, l'argent est reversé à tout collectif de grévistes, syndiqués ou non, qui en fait la demande. 15h16, dans l'actualité également, les suites de ces enregistrements de policiers de la Brave M. Gérald Darmanin a promis des sanctions. Une enquête judiciaire a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime. Les précisions de Céline Berthon, la directrice générale de la sécurité publique. De manière globale, quand un policier s'extrait des obligations déontologiques qui sont les siennes, il porte tort à la totalité de son institution. Et donc, en fait, il porte tort aux conditions d'exercice, aux conditions d'action de ses collègues. Donc oui, évidemment, ça génère au mieux parfois de l'incompréhension, souvent de la colère et clairement une volonté de sévérité dans les décisions qui sont prises derrière. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute sur ces sujets-là. Les policiers condamnent, la hiérarchie comme les policiers condamnent les comportements de cette nature. L'actualité à l'étranger à présent avec cette nouvelle provocation de Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé hier que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. L'Ukraine, ce dimanche, veut une d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. On réécoute Vladimir Poutine. Et
Le 1er juillet, nous achèverons la construction du dépôt spécial destiné à stocker l'arme nucléaire tactique au Bélarus. On s'intéresse à présent au front donc dans cette guerre en Ukraine et ces combats qui se poursuivent notamment dans le Donbass. Cette question qui peut paraître bête, mais comment combattre quand on a une rage dedans? La santé des soldats peut rapidement se dégrader, elle peut menacer également la victoire tant souhaitée. C'est pour cela qu'un cabinet dentaire mobile, vous allez le voir, a été installé à proximité des zones de combat. Et nos envoyés spéciaux, Benoît Ballet et Alizé Boissin, ont pu s'y rendre. Voici à quoi ressemble un cabinet dentaire en temps de guerre. Dans ce préfabriqué à l'intérieur immaculé, c'est l'heure du premier rendez-vous de la journée. Je suis là parce que j'ai mal depuis des jours. Le diagnostic posé, les soins peuvent commencer. Je vais détartrer parce qu'il y a une inflammation de la gencive. L'espace est réduit, salles de consultation et d'attente se confondent ici. Mais qu'importe, cette structure est la seule à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Moi aussi j'ai mal aux dents. Je suis venu ici parce que la ville la plus proche est bien trop loin. Le voyage serait trop long et surtout il n'y aurait peut-être même pas de place pour moi. Depuis le 1er janvier et l'ouverture du cabinet, plus de 200 patients ont été soignés. Ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment chanceux d'avoir pu me faire soigner. Tout le monde devrait venir et faire de même parce que l'ennemi est encore puissant et ce n'est pas demain qu'on le repoussera définitivement, même si on y croit dur comme fer. Après 15 ans d'exercice dans le civil, ce dentiste s'occupe désormais de patients dont l'agenda est dicté par les combats. Ici, nous sommes à moins de 20 km de la ligne de front. Il faut se dire que certains des soldats qui viennent consulter ne peuvent le faire qu'à des moments ou des jours très précis, soit parce qu'ils reviennent d'une opération, soit parce qu'ils doivent partir sur le front. Donc, il faut s'adapter. C'est un peu stressant, je ne peux pas dire le contraire. Ce soldat s'apprête à rejoindre discrètement sa position, tandis que dans le ciel, 2 hélicoptères de combat ukrainiens survolent les environs. Restez avec nous sur BFM TV. Dans le prochain journal à 15h30, nous reparlerons de cette opposition à la réforme des retraites. Semaine importante, nouvelle mobilisation mardi, les syndicats qui restent déterminés. Et de son côté, Emmanuel Macron recevra demain à l'Elysée Elisabeth Borne et les cadres de la majorité pour faire un point sur les prochains jours.